Bonsoir et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris pour cette dernière séance de l'année où j'ai le plaisir d'accueillir l'Union rationaliste qui a donné carte blanche à Sylvestre Huet, que mon ami Daniel va nous présenter. Donc je te passe le micro, Daniel. Bien, merci François. J'ai aussi un micro. Voilà, bon. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir les internautes qui doivent être là à nous suivre par millions. Et bonsoir donc Sylvestre. Bonsoir Daniel. Très heureux de te revoir parmi nous. Alors d'abord quelques mots sur l'année 2022 qui s'achève. Avec elle, la première série des cartes blanches que nous avons inaugurée au début 2022 en collaboration avec l'Institut d'astrophysique de Paris, que nous tenons, donc je tiens à remercier au nom de l'Union rationaliste ici, donc en la personne de François Boucher. Vous l'entendez bien ? Oui ? Oui. Oui, d'accord. François Boucher, notre directeur, et sans oublier Jean Mouette, qui assure une captation absolument exemplaire qui vous permet de suivre et de resuivre les sessions. Et aussi Christophe Gobet, qui n'est pas là, mais qui assure, qui veille à toute la logistique et fait en sorte que tout soit parfaitement huilé. Et donc depuis, tout a commencé en ce qui concerne les cartes blanches de l'Union rationaliste, car il y a aussi celle qu'organise Jean Audouze, mais en ce qui concerne celle de l'UR, 5 cartes blanches ont été programmées, la 5e c'est celle de ce soir, et toutes ont été programmées dans le souci de promouvoir donc, les valeurs auxquelles nous restons attachés, les valeurs de l'Union rationaliste. Je ne vais pas les citer toutes, mais il y a la laïcité, la raison bien sûr, l'universalisme, la science, promotion de la science, qui permet donc, nous le pensons, l'émancipation de chacun. Et enfin, et aussi, je ne dis pas et enfin, parce qu'il y a d'autres valeurs pour lesquelles nous nous battons régulièrement, nous œuvrons dans cette direction, c'est la transition écologique, et raison pour laquelle nous allons nous retrouver ce soir. Donc nous avons, l'Union rationaliste développe, comme vous le savez, certains d'entre vous, des publications, a un site, une émission sur France Culture, et nous appelons, ça c'est assez important, c'est une réflexion que nous avons menée cette année, nous appelons ceux qui nous suivent à agir avec nous. Vous pouvez nous utiliser en tant que centre de ressources. Vous pouvez agir en région, dans les écoles, dans les universités, partout où cela vous semble opportun de le faire. Et nous sommes là pour répondre et pour vous aider à mener des projets. Le thème de la carte blanche aujourd'hui est lié à la transition écologique, donc comme je l'ai dit, pour laquelle l'Union rationaliste a un groupe de travail où elle poursuit sa réflexion. Alors, pourquoi nous avons invité Sylvestre ? D'abord parce qu'il illustre très bien cette sensibilité-là. Beaucoup d'entre vous, j'imagine, le connaissent. Nous le connaissons nous aussi, car il a obtenu le prix de l'Union rationaliste en 2015. L'Union rationaliste, chaque année, décerne un prix attribué à une personne importante, reconnue pour son action ou pour sa réflexion philosophique et pour les textes qu'il produit. Cette année, nous avons décerné ce prix à Cédric Héroux et François Héran. L'année dernière, c'était Irène Frachon. L'année d'avant, c'était Gérard Noiriel. Et donc, comme je le disais, Sylvestre, tu as obtenu ce prix en 2015. Sylvestre Huet est journaliste scientifique, je dirais journaliste d'investigation, car il approfondit ces sujets, il les travaille, il le fait au scalpel, d'une manière extrêmement précise, et ça nous est utile, autant en tant que lecteur, en tant même que scientifique. Nous avons des informations de première main. Il a commencé son travail en 1995 au journal Libération, et à partir, je peux peut-être me tromper. En 1983. 1983, mais en 1995, tu mets en place un blog où effectivement... Non, en 1995, j'arrive à Libération. Ah. Le blog en 1995, ça ne peut pas exister. Ça date de 2008. Bon, ben voilà, vous voyez. Voilà. Quand je disais que c'est un journaliste précis qui travaille au scalpel, voilà, il nous donne la preuve en temps réel. Voilà. Donc il est auteur d'un globe absolument passionnant et toujours très documenté. Et après avoir quitté Libération, alors je dis tout cela avec vraiment très très
évidemment, son blog réapparaît et est abrité maintenant par la plateforme du Monde à partir de 2016. Ça va ? Je peux continuer ? Je peux continuer. Merci. Donc, il est fortement engagé contre toutes les positions de déni de faits scientifiques relativement avérés et bien construits, en particulier les positions de déni qu'affichent régulièrement, de moins en moins à mon avis, les climato-sceptiques. C'est pour ça qu'il a été capable de construire et de publier des brûlots tout à fait éloquents, comme L'imposteur, c'est lui, de Claude Allègre, il y a déjà quelques années. Et il peut donc démonter pied à pied des études douteuses, comme celle, par exemple, qu'avait menée le biologiste Seralini. Merci, François. Il vient de publier un ouvrage en 2020, si je me souviens bien, Le climat en 100 questions. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'amener ici, mais je vous le recommande vivement. Il dirige une collection, la collection 360, c'est une collection aux éditions La Ville Brûle. Alors, le thème de ce soir, il est affiché, climat 30 ans pour rien. Voilà, et j'observe, c'est une question. Donc 30 ans, ça se réfère à 1992, si mes calculs sont exacts, pour des raisons bien précises que tu vas expliciter. Mais ce qui est intéressant, c'est que la COP 25 vient aussi de s'achever il y a à peine 2 jours. Et je pense que Sylvestre, il y a des attentes, il y a des déceptions. Je pense que tu vas probablement... tu ne manqueras pas de commenter quelles ont été les attentes et quels ont été les résultats de cette COP 25. Et donc, pour cette raison, je me tais et je te donne la parole. Voilà. Merci, Daniel, de cette présentation sympathique. Donc, l'Union nationaliste m'a demandé de traiter ce sujet, le changement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre, un sujet que j'ai labouré depuis longtemps, puisque la première fois que j'ai écrit l'expression changement climatique dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui, provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre dans un article, ça remonte quand même à 1987. Alors, 30 ans de climat pour rien, pourquoi 30 ans ? Daniel a bien deviné, parce que 1992, en 1992, il y a une conférence de l'Organisation des Nations Unies sur l'environnement qui se traduit à Rio de Janeiro, au Brésil, qui se traduit par la signature de 3 conventions, une sur la désertification, l'autre sur la biodiversité, vous en avez entendu parler cette semaine, et la plus connue, la Convention sur le climat. Dans cette convention, les États signataires, pratiquement tous les États de la planète, s'engagent à éviter un changement climatique dangereux pour les générations actuelles et futures. Je viens de citer la Convention. Donc il y a 30 ans. Et puis, voilà, vous avez à l'écran l'évolution des émissions de gaz à effet de serre depuis 1990, 2 ans avant 1992. Et vous voyez que ces émissions ont augmenté de 54% depuis cette époque et qu'on ne voit absolument aucun effet sur la cause identifiée du changement climatique de la signature de la Convention en 1992. Et puis, en conséquence, le changement climatique s'est accéléré. Voici la courbe de la température moyenne de la planète. Alors, j'ai souvent remarqué que la plupart des journalistes ou des responsables politiques qui utilisent cette expression, la température de la planète, en fait, ne savent pas de quoi il s'agit. Donc, je vais l'expliquer en 2 coups de cuillère à peau. On mesure la température de l'air à 1 mètre au-dessus du sol, c'est-à-dire les conditions d'une station météorologique standard. On mesure la température de l'eau dans le premier mètre des océans et des mers, ce qui constitue 70% du signal, puisque la Terre est constituée pour sa surface à 70% d'eau. Et on se débrouille pour avoir suffisamment de points de mesure
pour pouvoir diviser la Terre avec une grille et ensuite diviser le nombre de mesures par élément de la grille. On me dit qu'il faut améliorer le son, ce qui permet d'avoir une température, et c'est ça ce qu'on appelle la température moyenne de la planète. Vous l'avez thermométriquement mesuré depuis 1880 jusqu'à nos jours, un peu moins, sur cette courbe. Et en fait, ce qu'elle vous dit, c'est que à partir de la fin des années 70, cette température a augmenté d'une manière extrêmement rapide par rapport à la durée pour laquelle on peut faire une température reconstituée avec une précision similaire, c'est-à-dire les 2000 dernières années. Je vous la fais simple. Depuis 2000 ans, la température, elle fait ça, et puis depuis 40 ans, elle fait ça. C'est la fameuse courbe en crosse de Hockey qui est confirmée après année. Année après année, vous voyez qu'il y a des variations interannuelles assez importantes, notamment quand vous avez le phénomène El Niño dans l'océan Pacifique, mais que si on fait le calcul sur 132 mois, 11 ans, donc ça c'est la courbe en rouge, eh bien ce qu'on observe c'est pratiquement une ligne droite. Alors, donc on peut se demander pourquoi, malgré la signature de cette convention, signée par tous les États de la planète, donc tous les gouvernements ont reconnu qu'il y avait un problème et ils l'ont identifié, c'est les émissions de gaz à effet de serre, et ils ont dit dans cette convention que ce qu'ils allaient faire pour éviter un changement climatique dangereux, ce serait contrôler ces émissions de gaz à effet de serre pour la plupart dues à l'usage du charbon, du gaz et du pétrole, les énergies fossiles. Je ne vais pas prétendre répondre complètement à la question d'une manière exhaustive. Je vais vous donner simplement les pistes auxquelles je pense, qui peuvent expliquer cette apparente contradiction, cet apparent paradoxe entre un problème identifié, une solution identifiée et le fait qu'on ne met pas en œuvre ces solutions. Alors, est-ce que ça pourrait être par ignorance? C'est-à-dire que les dirigeants politiques, économiques, les populations ne sauraient pas. Alors, pour savoir, les dirigeants ont pris une décision en 1988, 4 ans avant la Convention. Ils ont créé le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc ça veut dire que comme c'est un intergouvernemental, c'est un format onusien. Donc l'organe dirigeant de ce groupe d'experts, c'est une assemblée générale de type ONU où chaque État a une voix. Et cette assemblée plénière élit un bureau qui n'est composé que de scientifiques et lui donne la tâche d'expertiser l'état de la science sur le changement climatique, ses causes, ses conséquences, les solutions. Vous avez compris tout de suite qu'il y a 3 groupes qui correspondent à ces 3 sujets. Le GIEC a publié son premier rapport en 1990. C'est sur la base de ce rapport de 1990 que la Convention de 92 a été rédigée. Ensuite, à intervalles de plus en plus longs, il a publié des rapports de synthèse. Après 90, il y a eu 95, après il y a eu 2001, après il y a eu 2007, puis 2014, et enfin il y aura 2023 pour le rapport de synthèse, mais les rapports des 3 groupes de travail qui constituent le contenu du rapport de synthèse ont été publiés en 2021 et 2022. Tous les États sont co-signataires, non pas de l'intégralité des rapports du GIEC, mais de ce qu'on appelle les résumés pour décideurs des rapports du GIEC. Aucun État, aucun gouvernement n'a osé, depuis 1990, donner mandat à sa délégation à l'Assemblée plénière du GIEC qui adopte le résumé pour décideurs de voter contre. Donc,
puisqu'ils sont co-signataires de ces rapports, c'est difficile d'imaginer qu'ils ne sachent pas ce qu'il y a dedans. Alors, vous me direz, oui, on n'a pas l'impression, en entendant M. Donald Trump, qu'il sait ce qu'il y a dans les rapports du GIEC. Mais le gouvernement de Donald Trump, comme les gouvernements précédents, comme les gouvernements d'Arabie Saoudite ou de Russie, sont co-signataires de ces rapports. Et donc on peut se dire que les dirigeants, et notamment tous ceux qui ont une tête normalement construite par les études qu'ils ont faites, sont au courant de ce qui se passe. Toutefois, il est intéressant de se demander quelle est la véritable histoire de cette connaissance. C'est intéressant parce que il y a une manière de raconter cette histoire depuis quelques années qui est assez troublante et qui nous dit « Oui, on savait tout depuis beaucoup plus longtemps que le rapport du GIEC, le premier, celui de 1990. » Alors évidemment, les gens qui disent ça, des historiens, des journalistes, des militants politiques, veulent accentuer l'écart qu'il y a entre la parole et les actes. La parole de la Convention 90 et ce qu'on fait depuis, de la Convention de 92 et ce que l'on fait depuis. Toutefois, c'est souvent une reconstruction assez erronée de la véritable histoire des idées. Je vous prends juste 2-3 exemples. On écrit souvent « Oui, en fait, l'effet de serre, on sait ce que c'est depuis Fourier, depuis Tyndall, et en plus, depuis Arrhenius, on sait même que si on double la teneur en CO2 de l'atmosphère, on aura un réchauffement de quelques degrés. » Bon. C'est pas faux, c'est pas vrai au sens de la physique actuelle. Bon, Fourier, le rayonnement infrarouge, c'est la chaleur obscure. Et Arrhenius, il arrive à un résultat juste avec un raisonnement faux. Donc c'est un énorme coup de bol qui a pu faire croire que Arrhenius avait capturé la physique la plus importante de l'effet de serre et de son accentuation par les émissions de gaz à effet de serre de CO2 essentiellement des êtres humains. Mais en fait, c'est un coup de bol. Et puis, si on s'interroge sur le premier vrai rapport d'expertise sur le sujet, le rapport Charny, donc vous avez ça à l'écran, donc Jules Charny, météorologue climatologue, Académie des sciences américaines, qui fait ce rapport à la demande de la Maison-Blanche en 1979. Oui, c'est vrai que dans ce rapport, on dit quasiment la même chose qu'Arrhenius sur la base de premières simulations. Mais bon, le rapport Charny, il fait 20 pages. Et la partie résultat, bon, elle fait 1 page. Et là, je vous ai donné 2 extraits. Un extrait vraiment du rapport, c'est le premier texte, qui dit si la concentration en CO2 de l'atmosphère est vraiment doublée et reste ainsi suffisamment longtemps pour que l'atmosphère et les couches intermédiaires de l'océan atteignent un équilibre thermique, alors on peut avoir une élévation d'environ 3% de la température de la planète. C'est l'indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure. De 3%, de 3 degrés évidemment. C'est extrêmement prudent. Ça dit que ça va s'accompagner de changements significatifs dans les schémas climatiques régionaux. OK, point, barre. Est-ce que c'est dangereux ? Le sujet n'est même pas traité, en réalité. Donc ça ne va pas plus loin, le rapport Charny de 1979. Et puis alors, le texte d'en dessous, c'est dans l'avant-propos, c'est quelqu'un qui fait remarquer que, bon, les résultats sont confortables pour les chercheurs, ça confirme ce qu'ils pensaient, ça va être très emmerdant, disturbing pour les décideurs politiques, parce que si l'océan ralentit la hausse de la température de l'atmosphère,
Le jour où on aura la température de l'atmosphère qui aura vraiment augmenté, ça sera trop tard pour faire quelque chose. Mais c'est tout ce qu'ils trouvent de perturbant. Donc en réalité, non, avant le rapport de 90 du GIEC, il n'y a pas de réponse à la question, la vraie question que les dirigeants politiques posent au GIEC. Et la vraie question, c'est pas est-ce que ça chauffe, c'est pas est-ce que c'est vraiment nos émissions de gaz à effet de serre qui font que ça va changer le climat, c'est même pas en quoi est-ce que c'est dangereux pour les sociétés, les perturbations géographiques, la montée du niveau marin, etc. etc. Évidemment, le GIEC va traiter de tout ça. Mais ce n'est pas ça la question qui inquiète les dirigeants politiques. Leur vraie question, c'est est-ce que tout ça est suffisamment grave pour que cela justifie que nous nous privions volontairement de l'essentiel de nos ressources fossiles, gaz, charbon, pétrole, dont tout le monde sait que c'est quand même la base physique de notre puissance économique, industrielle, militaire. C'est ça la vraie question que Thatcher, Reagan, Mitterrand et compagnie posent en 1988 au GIEC. Et donc pour répondre à cette question, il faut faire une balance entre les risques du changement climatique pour les sociétés et les risques que ces dirigeants politiques voient tout de suite, il n'y a pas besoin de leur faire un dessin, d'une privation massive de l'essentiel de l'énergie qu'ils utilisent, ou que leur société et la société qu'ils dirigent utilisent. C'est ça la vraie question. Et donc, le rapport de 1990 du GIEC est encore... Il est beaucoup plus épais que le rapport Charny de 1979. Ce n'est pas difficile, il fallait faire plus de 20 pages. Mais il est encore incertain, incomplet, sur plein de questions. Là, vous avez à droite, enfin à ma droite, à votre gauche, un dessin qui est tiré du rapport du groupe 1 du GIEC de 2021 et qui compare ce qu'il y avait dans le rapport de 1990 et ce qu'il y a dans le rapport qu'il publie à ce moment-là. Et vous voyez que, par exemple, en 1990, quand on regarde la température moyenne de la planète, on peut suspecter qu'il y a un effet de nos émissions de gaz à effet de serre. Seulement suspecter. Parce que, je ne vous fais pas tout le raisonnement, mais en gros, c'est possible d'estimer que la petite augmentation qu'on voit aller à 100% le résultat de nos émissions, mais comme c'est à l'intérieur des variations qu'on connaît, pour des raisons naturelles, et qu'il y a des phénomènes comme par exemple le refroidissement dus aux aérosols qu'on émet aussi qui interviennent, on ne peut pas le prouver. Donc on le suspecte. Et puis au fur et à mesure que les années ont passé, c'est devenu un fait établi qu'on apprend en première année d'université et qui ne supporte aujourd'hui aucune contestation publiable dans une revue à comité de lecture. Je pense que si un physicien ou un climatologue arrivait à démontrer que ce n'est pas vrai, il aurait une énorme médaille et il ferait la une de Science ou Nature. Je ne vais pas développer tout le reste du graphique, mais l'idée qu'on savait tout à l'époque est fausse, mais le paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas besoin de savoir tout pour démarrer une action pour limiter la casse climatique future. Il suffisait d'avoir confiance dans les simulations climatiques sur ordinateur faites jusqu'à 1990, jusqu'à l'écriture du rapport. Et l'une des raisons de la confiance qu'on pouvait avoir dans ces simulations, certes encore très rudimentaires par rapport à ce qu'elles sont devenues ensuite, c'est quand même la publication en 1987 dans Nature de l'analyse de la carotte de glace de l'Antarctique de la station Vostok par nos amis Jean Jouzel et Claude Lorius, qui a prouvé que sur les 150 000 ans précédents, la corrélation entre la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère, notamment CO2 et méthane, et les températures était quasi parfaite,
et que l'analyse des relations, pas seulement de la corrélation temporelle, de la relation entre les deux, du point de vue de la physique, permettait de comprendre que dans les changements climatiques passés, déclenchés par les cycles de Milankovitch, la teneur en gaz à effet de serre expliquait au moins la moitié du différentiel de température entre un maximum glaciaire et un maximum de chaud. Donc les dirigeants politiques ne peuvent pas plaider l'ignorance. Individuellement, on peut toujours dire que tel et tel individu est ignorant. Ok. Mais non, les gouvernements de la planète ont sur leur bureau l'information dès 1990 qui répond à la question qu'ils avaient posée. Le rapport de 90 dit déjà, non, il vaut mieux faire l'effort pour diminuer la casse climatique que d'encaisser les conséquences de son changement. Alors, deuxième piste, les dupeurs. Bon, je vais aller assez vite là-dessus. Vous en avez deux, là, un Américain, donc Trump, qui, avec ce tweet très très célèbre, que c'est les Chinois qui ont inventé ça. Bon, je ne savais pas que James Hansen, climatologue de la NASA, était chinois. Mais... Et puis, malheureusement, pour la science française, le dérapage total de Claude Allègre, bien évidemment, ces campagnes en direction des opinions publiques aux États-Unis qui ont pu être financées à coût de centaines de millions de dollars par des compagnies privées ont un effet sur l'opinion publique. Et on peut repérer dans les enquêtes d'opinion quand ces campagnes ont un succès, notamment médiatique. C'est le cas en 2010 en France. C'est l'année sur les 20 dernières années où la proportion de la population qui doute le plus du changement climatique est la plus élevée. C'est démontré par un sondage d'opinion qui est fait sur toute cette durée dans les mêmes termes. Et c'est très clairement le résultat de cette campagne climato-sceptique. Et le chiffre, c'est 45% des Français répondent à ce moment-là, cette année-là, que le changement climatique, c'est une simple hypothèse sur laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord quand on leur pose la question. Quand vous avez 45% d'une population, des citoyens, qui ont cette opinion-là, c'est pas si évident que ça d'avoir une politique efficace dans ce domaine. Et là, je vous fais une petite citation de la dernière enquête sur le sujet, faite par Ipsos dans plusieurs pays dans le monde, et qui remarque qu'il y a toujours des attitudes climato-sceptiques. Donc, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas grave, ce n'est pas dans la population, avec des pointes dans certains pays. Et on voit que dans certains pays, c'est extrêmement clivant politiquement. Dans d'autres pays, c'est plutôt l'âge ou le niveau de formation. En France, par exemple, c'est assez clivé par les opinions politiques. Mais on a dans beaucoup de pays des dirigeants politiques qui n'ont pas de posture climato-sceptique, qui reprennent les analyses et les conclusions des rapports du GIEC en disant « c'est vrai ». On a demandé à nos experts, ils ont travaillé, et voilà ce qu'ils disent, et on n'a pas de raison de douter de la qualité de leur expertise et de la science sur laquelle cette expertise est fondée. Mais si vous vous demandez, par exemple, les résultats de la France en termes de politique de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, et que vous prenez le bon mode de calcul, c'est-à-dire celui qui correspond aux émissions réellement impliquées par la consommation et l'activité de production de la société française, et donc pas seulement les émissions dites territoriales, les émissions de gaz à effet de serre faites sur le territoire, mais il faut en enlever celles qui correspondent aux objets qu'on produit et qu'on exporte et qui sont consommés ailleurs, et il faut y ajouter
celles qui correspondent aux objets que nous avons importés et que nous consommons. Et quand on fait ça, eh bien, il y a, en 1995, on était à 11,89 tonnes d'équivalent CO2 de gaz à effet de serre émis par habitant en France. Et aujourd'hui, le dernier chiffre doit avoir 2 ans, on doit être à 9. Et donc on est très 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 loin de ce qui avait été prévu par la Convention de 92, sur laquelle je reviendrai. Et le constat que je fais là, et en réalité, il est valable pour la quasi-totalité des pays. Les seuls pays qui ont vraiment diminué leurs émissions, c'est ceux qui ont connu ou qui connaissent des catastrophes économiques, des récessions dramatiques, avec des populations qui sont réduites à la misère. On l'a vu par exemple dans les années 90 à l'est de l'Europe. Je soupçonne Emmanuel Macron de s'être réjoui en apprenant aujourd'hui que les compagnies aériennes indiennes viennent de passer un méga contrat de nouveaux avions à Boeing, mais surtout à Airbus, parce qu'il se dit ça fait de l'emploi, ça fait des bons salaires, et ça fait des recettes fiscales, et ça diminue notre catastrophique état de notre commerce extérieur. Je le soupçonne de cette in petto réjoui de cette décision, et je prends cet exemple parce qu'il date d'aujourd'hui ou d'hier, parce que les contradictions sont là. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aucun pays, aucun gouvernement, depuis 1992, n'a fait quelque chose, n'a eu une politique ayant une quelconque ambition de réaliser ce qui est écrit dans cette convention. On peut se demander, autre piste de réflexion, si en fait, ok, on a signé ça, mais on n'y pouvait rien. Il n'y avait pas de solution, notamment pas de solution technologique pour avoir d'autres types d'énergie. Là, vous avez à l'écran, à votre droite, une vision long terme, qui démarre en 1800. Bon, en gros, depuis la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, vous avez les émissions annuelles de CO2. Tout ce qui est noir, gris et un peu moins gris, c'est charbon, pétrole et gaz. Et vous voyez que ça fait la quasi-totalité. Et puis le reste, c'est les changements de l'usage des sols. Donc c'est l'agriculture, la déforestation, etc. Donc vous voyez que en volume, ça varie peu sur la longue durée, ce qui signifie qu'en valeur relative par rapport aux autres, c'est de moins en moins important. Et donc on peut se dire en regardant ça, il n'y avait pas d'autre solution. L'autre graphique, qui est juste sur la période, on va dire, moderne, de 1970 à nos jours, vous montre l'évolution de la consommation d'énergie par source d'énergie. Et vous voyez que, oui, il y a une montée récente des renouvelables, il y a un peu de nucléaire, il y a un peu d'hydraulique, donc des sources d'énergie qui n'émettent pas ou peu, plus exactement, de gaz à effet de serre. Ça reste marginal, on va dire. Bon, un peu plus que marginal, mais quand vous comparez ça à la courbe du charbon, du gaz et du pétrole, on voit bien qu'il y a une... Voilà. Et donc la question qui se pose, est-ce que c'était fatal ? Je pense que non. Si on avait pris le problème climatique au sérieux, depuis 30 ans, on aurait pu augmenter considérablement l'usage des ressources non fossiles. Et si on ne l'a pas fait, c'est parce que, essentiellement, ça rapportait moins d'argent, c'était plus cher. Mais les pays, par exemple, qui ont des centrales nucléaires, auraient très bien pu en construire, sur les 30 dernières années, 10 fois plus que ce qu'ils en ont construit. Si aux États-Unis, on a arrêté de construire bien avant Tchernobyl, d'ailleurs, c'est parce que le gaz et le charbon, c'était moins cher. Mais pas beaucoup moins cher. On est sur 10-15%. Et donc, derrière, là, il y a une non-volonté politique de mettre en œuvre ce qui est écrit dans la Convention
en obéissant à des calculs économiques et financiers qui sont pourtant presque à la marge, on va dire. Et en tout cas, pour ne prendre qu'un seul autre exemple, on aurait pu, dans nos pays, en Europe, décider il y a 30 ans et réaliser des urbanismes, de l'architecture pour la construction des bâtiments résidentiels ou de services, les transports, on aurait pu faire beaucoup plus de transports en commun, moins de bagnoles. Enfin bref, sans imaginer des révolutions techniques qui n'ont pas eu lieu, on aurait pu très bien faire beaucoup mieux. Je ne dis pas résoudre le problème, mais faire beaucoup mieux. Il faut quand même s'interroger sur la Convention. J'ai souvent remarqué que mes collègues, et notamment les éditorialistes, les chefs de journaux qui glosent sur le changement climatique dans les journaux, ont quand même un petit problème, c'est qu'ils n'ont jamais lu ce texte. Un peu comme un journaliste politique qui prétendrait faire des analyses sur les élections dans un pays sans savoir comment fonctionne le système politique de ce pays-là, n'ayant jamais lu sa constitution. Parce que quand on lit la Convention de 92, la première chose qu'on apprend, c'est que l'objectif numéro 1 de la Convention de 1992, ou plus exactement des États signataires de la Convention de 92, ça n'est pas de lutter contre le changement climatique. L'objectif numéro 1, c'est de lutter contre la grande pauvreté dans le monde. Je reviendrai en fin de ma présentation. Et que, en conséquence, c'est écrit en toutes lettres dans la Convention, et ça reprend les analyses du rapport de 90 du GIEC, comme c'est ça l'objectif principal, numéro 1, et que les pays les plus pauvres, pour se développer d'un point de vue économique et social, vont avoir besoin d'utiliser plus d'énergie, et que cette énergie sera majoritairement de l'énergie fossile, alors il faut que les pays développés, industrialisés, s'engagent immédiatement dans une réduction forte de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est ça qui est écrit dans la Convention de 1992. Ensuite, évidemment, il y a ce qu'on peut considérer être les faiblesses de la Convention. C'est-à-dire que c'est un texte qui ne contraint aucun État à rien, à part déclarer ses émissions, et c'est toujours le cas. Le texte, évidemment, il a été enrichi au fur et à mesure des conférences des parties, il y a eu des traités, mais on en reste à une architecture diplomatique fondée sur la bonne volonté, pour être gentil. À la COP de Paris, les États ont apporté des promesses, des plans, dans les années futures, on va émettre tant, etc. Alors évidemment, les pays les plus pauvres ont dit « Ah non, ils ont apporté des promesses magnifiques », évidemment subordonnées au fait que les riches allaient les aider à le faire. Et ce mécanisme permet l'unanimité, puisqu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de sanction, et que tout repose sur les promesses que chacun fait comme il veut. Puis après, on fait les comptes pour voir si ça matche avec les objectifs climatiques qu'on s'est fixés en 2009 seulement. Chiffrés, parce que je vous avais bien dit, la Convention de 92, c'est éviter un changement climatique dangereux, mais il n'y a pas de quantification. C'est seulement en 2009 qu'on dit on ne veut pas dépasser plus de 2 degrés de réchauffement climatique avec nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, quand on additionne toutes les promesses, on peut voir si ça arrive à 2. Non. Quand on additionne toutes les promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, comme disait Pasqua, on arrive à 3. Ce qui est, pour la plupart des analyses des climatologues, beaucoup trop. Donc, clairement, oui, la Convention en elle-même n'est pas un outil diplomatique dont l'efficacité permettrait d'aboutir au résultat. Mais d'un autre côté, en réalité, ce texte et les textes successifs ne font que refléter l'état du monde, ce que chaque pays veut faire. Aucun pays n'est en mesure d'imposer au plus grand pays du monde une politique climatique dont il ne voudrait pas. C'est une absurdité de croire que, je ne sais pas, que les États-Unis vont imposer à la Chine quelque chose et inversement. Non,
Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, petite remarque, on a beaucoup parlé à la dernière COP du fait que peut-être faudrait-il abandonner l'objectif des 1,5 degrés, donc essayer de se rapprocher de 1,5 degré en partant de l'objectif des 2, qui date de la COP de Paris. Ça m'a fait un peu sourire, parce qu'à l'époque, j'ai écrit que, évidemment, cet objectif était totalement inatteignable, pour une raison simple, c'est que m'ont donné les climatologues, c'est que le réchauffement à 1,5 degré, il était déjà dans les tuyaux physiques du réchauffement climatique. Même si on avait arrêté totalement d'émettre des gaz à effet de serre en 2015, on serait quand même arrivé à 1,5. Donc on se dit, mais c'est assez drôle d'avoir des climatologues qui aujourd'hui qui se disent, mais finalement on peut se demander comment c'est arrivé cet objectif. En fait c'est très simple. Il a été exigé par le groupe des pays les plus pauvres et les plus vulnérables. Ils ont dit, si vous ne mettez pas ça, on ne signe pas. Bon, donc on l'a mis, puisqu'il fallait que tout le monde signe. Et pourquoi les pays pauvres et les plus vulnérables demandent ça? Ce n'est pas parce qu'ils sont nuls en climatologie et qu'ils espèrent qu'on va y arriver. Ils le savent aussi bien que n'importe quel climatologue. Non. Ce qui se passe, parce que c'est ça qu'on négocie à la Convention, c'est la relation entre les riches et les pauvres, entre les émissions historiques qui changent le climat et qui menacent les sociétés, et l'état actuel du monde. Plus tôt on va dépasser la limite fixée avec l'accord de tout le monde, 1,5, et plus tôt ces pays pourront dire « Ok, maintenant, à chaque fois qu'il y a un cyclone, à chaque fois qu'il y a une crue, à chaque fois qu'il y a une mousson catastrophique, on va dire que c'est votre faute, c'est vous qui avez changé le climat avec vos émissions, donc payez. » C'est ça le raisonnement. Et c'est un raisonnement qui est appuyé sur de la physique, c'est vrai, sur les émissions, c'est vrai, et il est aussi appuyé sur une phrase de la Convention de 1992 qui dit oui, il faut respecter la souveraineté des nations, on n'imposera rien à personne, etc., etc. Mais elle dit aussi quand même que chaque État est responsable je résume, des conséquences ailleurs que dans son territoire des émissions de gaz à effet de serre dont il est l'auteur. Comme c'est un phénomène planétaire, qu'on ne peut pas dire que ce qui se passe à tel endroit, c'est provoqué par les émissions de tel endroit. Non, c'est le résultat des émissions globales, totales. Ce que ça veut dire, c'est que la seule chose qui se négocie pour de vrai dans les COP, c'est est-ce qu'on va mettre en œuvre le mécanisme de Varsovie, etc., sur la réparation. Le Premier ministre du Pakistan, il est venu à Sharm el-Sheikh, il a dit on a eu une mousson catastrophique, dont les scientifiques nous disent que s'il n'y avait pas eu de changement climatique, elle aurait eu très peu statistiquement de probabilité de survenir. Et j'ai 33 millions de mes concitoyens qui ont perdu leur logement. Vous en êtes responsable. Vous faites quoi? Vous nous donnez quelque chose pour reloger tous ces gens-là ou pas? Et en fait, le nœud du problème, il est là. Et le 1,5, il est là pour hâter le moment où l'argument juridico-moral des pays les plus pauvres prendra un poids supplémentaire du fait qu'on aura dépassé la limite fixée d'un commun accord. Alors bon, est-ce que c'est la faute du capitalisme? Ça, c'est une autre piste qui est souvent suggérée, voire proclamée, criée par des manifestants qui n'ont pas toujours seulement 15 ans, il y en a qui ont 80 ans aussi. En fait, il suffit de lire le rapport du groupe 3 du GIEC pour se dire que oui, même si, paradoxalement, ce n'est pas écrit comme ça. Mais, petits exemples. Le rapport du GIEC dit qu'une politique climatique suppose une réduction drastique des inégalités sociales de revenus et de patrimoine. Et ils fondent ça sur de la littérature scientifique en économie qui explique que les phénomènes d'imitation dans la consommation des plus riches, que le volume même
des émissions des plus riches, je vous donnerai des chiffres après, fait que si on conserve les actuelles inégalités sociales dans le monde, on ne peut pas avoir une politique climatique efficace parce que la structure de la société l'interdit. Il parle aussi de la publicité. En des termes choisis, que la publicité, c'est le truc, c'est pas seulement le truc qui permet de vendre un frigidaire à un esquimau, c'est aussi le truc qui vous fait croire nécessaire un truc qui ne l'est pas. Et on vous le fait croire parce que c'est dans le système économique qui est voulu par la plupart des dirigeants politiques dans le monde, pas seulement par les dirigeants économiques, et pas seulement par les possesseurs de capitaux qui dirigent ce système par le fait qu'ils en profitent essentiellement. Ok, donc si on supprime la publicité, si on supprime les riches, on a bien tous compris qu'il faut une planification pour changer les technologies ou pour changer l'urbanisme. Bon, je peux continuer à allonger la liste, mais on commence tout de suite à... Bah oui, on a un problème avec le capitalisme quand même. Mais bon, chacun a un peu gardé son opinion là-dessus. Mais je vais un peu quantifier et spatialiser ce que je viens de dire. Ce qui domine, la première chose qu'on peut dire sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'elles sont totalement drivées par les inégalités de revenus et de patrimoine à l'échelle du monde. Là, ce graphique, il vous donne les émissions totales gaz à effet de serre. La partie grise, c'est autre que CO2. La partie bleue, c'est CO2. Et quand vous avez du jaune, c'est l'usage des sols. Par tête de pipe. Peut-être certains d'entre vous se rappellent qu'au tout début des années 90, premier rapport du GIEC, etc., il y a eu un conflit extrêmement violent chez les économistes sur comment on calcule les émissions de gaz à effet de serre. On fait des tableaux par pays. Évidemment, c'est ce que voulaient faire notamment les pays les plus riches. Sauf que ça, quand est-ce que vous comparez les émissions du Luxembourg et de la Chine? Ça n'a strictement aucun sens. Et donc, il y a un économiste indien, Anil Agarwal, qui a démarré le combat pour dire non, la seule solution honnête et morale de compter, c'est de se dire que puisque ça, c'est une sorte de droit à bousculer le climat pour nos conditions de vie, pour avoir à manger, un logement, un moyen de transport, l'école, tout ça, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence entre les êtres humains. On doit avoir le même droit, tous. Donc, il faut compter par tête de pipe. Et en plus, si on veut être correct, il faut compter aussi les émissions d'avant. D'avant qu'on comprenne qu'il y avait un problème, ce qui pose des problèmes juridico-moraux avec des gens qui disent que la philosophie morale dit que non, il ne faudrait pas tenir compte de ça, mais bon, la physique dit qu'il faut tenir compte. En tout cas, ce que vous voyez, c'est l'énorme écart qu'il y a entre les émissions d'un habitant moyen de l'Asie du Sud, qui a quelque chose comme 3 tonnes d'équivalent CO2 de gaz à effet de serre, et un habitant de l'Amérique du Nord qui tétille les 20. Et qu'il ne faut pas se faire berner par les présentations par pays. On me dit d'accélérer, je vais accélérer. Ça, c'est la même chose, mais beaucoup plus précis. L'étude de Piketty, qui est citée dans le rapport du GIEC, du groupe 3 du GIEC. Et ce que ça vous dit, c'est que 10% de la population mondiale émet 45% des émissions. Et non pas 1%, comme j'ai entendu une fois Madame Manon Aubry le dire. Vous voyez que les Européens se répartissent à peu près moitié-moitié entre ce groupe et puis le groupe du milieu, où vous avez en gros 3 milliards d'habitants. Le groupe de votre droite, il y a aussi 3 milliards d'habitants, à peu près, un peu plus maintenant. Et puis, vous trouvez des gens d'un peu partout dans le 10% très émetteurs. Par exemple, il y a 10% de ce groupe, c'est des Chinois. Ils font pratiquement la moitié mais un peu plus que la moitié des Européens de ce groupe.
Ce que ça veut dire, c'est que la réduction des inégalités ne doit pas être vue uniquement à l'intérieur à l'échelle mondiale, entre groupes de pays, mais dans chaque pays. Alors, je vous ai dit, la Convention de 92 disait l'objectif numéro 1, c'est l'éradication de la pauvreté. Est-ce qu'on y est arrivé? Ce graphique vous dit, on a fait un énorme chemin. En 90, 36% de la population mondiale vivait avec moins de 2 euros par jour. Et ça faisait, que je ne me trompe pas, un peu moins de 2 milliards sur 5,5 milliards d'habitants. Aujourd'hui, on est descendu à 700 millions. Et comme on est 8 milliards, ça veut dire moins de 10%. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est jamais arrivé un truc pareil. Et ce que vous voyez, c'est que le gain principal, il s'est fait, même quasi exclusif, c'est en Asie de l'Est et Pacifique, alors que par exemple, les Africains au sud du Sahara, ils sont plus nombreux qu'il y a 30 ans à être dans cet état, 2 euros par jour. C'est tous ces gens-là, vous savez, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger à midi, qui n'ont pas de chiottes pour faire caca correctement, dont les enfants ne vont pas nécessairement à l'école, qui n'ont pas d'électricité, dont les femmes meurent en couche parce qu'on accouche n'importe comment. Voilà, je suis un peu rude là, mais c'est ça. Vous voyez ce truc-là qui est la disparition, la disparition des pauvres en Asie de l'Est, c'est ça. Là, vous avez le graphique des émissions de CO2 de la Chine de 90 à nos jours par secteur d'émissions. En jaune, c'est l'électricité. Voilà. En gros, les Chinois sont passés de 2 à 8 tonnes par tête de pipe de CO2. Et c'est comme ça qu'ils ont quasiment éradiqué, il en reste un peu, mais la grande pauvreté. Je vous donne quelques exemples similaires. Voilà le Vietnam, le Bangladesh, qui reste encore très 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 pauvre. Ils émettent moins de 0,8 tonnes. On est 10 fois moins par tête de pipe que les Chinois. Mais encore beaucoup plus. Le différentiel avec l'habitant des États-Unis qui est à 20 tonnes, voilà. La Turquie, c'est pareil. Et puis quand il n'y a pas l'augmentation, c'est la cocotte minute qui va exploser, comme le Nigeria par exemple. On pourrait dire que le Nigeria est vertueux, ils n'augmentent pas leurs émissions de gaz à effet de serre, ils ne foutent pas le bordel dans le climat. Non, c'est que ça se passe très mal pour les habitants du Nigeria. Puis quand il y a la guerre dans un pays, il est de plus en plus vertueux au niveau climatique. Je ne pense pas qu'il faille dire aux Syriens que du coup c'est bien. Et voilà, alors évidemment, il y a plein d'autres pistes possibles, psychologisantes. On pourrait dire que oui, on ne s'en occupe pas parce qu'on n'a rien à cirer du futur lointain, c'est après mon mandat électif, je n'ai pas d'enfants, ou alors j'en ai rien à cirer des pauvres, parce que de toute façon c'est eux qui vont souffrir du changement climatique, ce n'est pas les riches, ils s'en sortiront toujours. Je préfère garder le pouvoir avec une mauvaise politique que de le perdre au nom d'une bonne. Je ne veux pas changer. Ok, tous ces raisonnements peuvent exister chez des individus, voire des groupes. Mais quand même, ils n'ont de sens, à mon avis, qu'à travers les systèmes socio-économiques de domination, les inégalités sociales, les intérêts qui sont en jeu. Et moi, j'incite mes collègues qui veulent écrire sur ça pour expliquer le paradoxe pointé au tout début de cette conférence, du désaccord entre la parole de 1992 et tout ce qu'on a fait depuis. Il faut évidemment exclure toute naïveté politique, toute naïveté sociale, si on veut comprendre ce phénomène. Et ce n'est pas facile au niveau de l'information. Vous voyez, par exemple, j'ai fait 20 ans à Libération, au service sciences. Pendant 20 ans, j'ai écrit des papiers sur le changement climatique. Okay. Et pendant 20 ans, mes collègues du service économique ont fait des cris de joie à chaque fois que le PIB augmentait, et des cris de détresse chaque fois qu'il y avait une petite récession économique. Des cris de joie à chaque fois que Airbus vendait plus d'avions, ou Renault et toujours plus de bagnoles, et des cris de détresse quand le marché de l'automobile s'effondrait, sans jamais faire la moindre relation avec la problématique des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. Et donc ça n'a pas aidé
très clairement, cette manière de faire de l'information, à la fois les gens qui la font et les gens qui s'informent avec ça, notamment les dirigeants politiques, à analyser ce qui se passait. Mais tout était écrit dans les rapports du GIEC, sauf le mot capitalisme. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, je me suis plongé dedans parce que je m'en suis servi pour écrire ce livre qui sortira le 5 janvier en librairie et qui vous explique ce qu'il y a dans les derniers rapports du GIEC. Le groupe 3 du GIEC, il est capable de vous expliquer qu'il faut... En gros, la pub, c'est très efficace pour émettre beaucoup plus de gaz à effet de serre, que les inégalités sociales avec des riches aussi. Donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec la pub, il faut planifier, il faut privilégier des calculs long terme, les externalités, etc. etc. J'ai fait une recherche lexicographique sur le mot capitalisme. Dans un premier temps, j'ai eu un mouvement de joie. Oui, 19 occurrences du mot capitalisme en anglais dans ce rapport qui fait un peu moins de 10 000 pages. Donc je les ai recherchées une à une. Et en fait, elles sont toutes dans les références, des titres d'articles ou de chapitres de livres, mais dans le texte lui-même, le mot capitalisme n'existe pas. Alors, est-ce qu'on peut faire une analyse des racines socio-économiques, de pourquoi on observe ce que je vous ai montré depuis 30 ans, sans s'interroger sur les mécanismes les plus profonds du système économique dominant? Pour moi, c'est un peu logique. Ça correspond à l'état du rapport de force idéologique dans les universités du monde entier où on fait de l'économie. Et je m'arrête là, ça correspond très bien au seul prix Nobel de l'économie, ou plus exactement de la Banque de Suède, le prix de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, qui a été donné à William Nordhaus, un économiste galonné, titré, tout ce que vous voudrez, qui a écrit le premier sur le changement climatique, par un article paru en 1976. Pouvons-nous contrôler le dioxyde de carbone? C'est ça le titre. Dans lequel il expliquait que, bon, il n'y avait rien à faire avant 2020. Et ce même économiste s'engueule fortement avec ses collègues parce qu'il explique que l'optimum économique, c'est-à-dire celui qui fera le moins baisser le PIB, comme politique climatique, c'est d'arriver à 3 degrés de réchauffement en moyenne planétaire. Le problème, c'est que si vous lisez le rapport du groupe 2 du GIEC, où on analyse les conséquences d'un réchauffement à 3 degrés, et là, les chevaux vous font ça sur la tête, parce que c'est la catastrophe. On ne sait pas gérer sans des souffrances très importantes, milliards de gens, un réchauffement à 3 degrés de l'atmosphère basse de la planète. Donc je m'arrête là, sur cette petite pique, qui montre que peut-être les climatologues ont fait le boulot, les techniciens, les ingénieurs ont peut-être là, mais on a un gros problème avec l'économie. Je vous remercie de votre attention. Bien. Ben, merci Sylvestre, je crois que tu as bien posé les éléments du débat. Alors on va commencer par donner la parole à la salle, puis ensuite, après seulement... Oui, après, puisqu'on donne la priorité quand même à ceux qui sont là, qui sont venus, et ensuite on passera aux internautes. Des questions? Ben, merci. C'est très intéressant cette relation effectivement avec l'importance de diminuer les inégalités d'une part, ou en tous les cas de diminuer la pauvreté, et puis la problématique du réchauffement. Et clairement, il y a un peu un antagonisme entre les deux, enfin entre les deux objectifs. Mais en fait, moi, la question que je me pose, c'est récemment, on se rend compte qu'il y a un potentiel à changer l'économie, c'est-à-dire à faire une économie plus verte, etc. Et ce que j'ai difficile à comprendre, c'est pourquoi cette métamorphose, en fait, n'a pas pu démarrer plus tôt. Parce qu'il y avait moyen, il y a quelque part une manière de pouvoir concilier le développement économique, mais en repensant par exemple tout ce qui est, on va dire, développement de technologies, ou même avec des technologies existantes,
aller vers une diminution de tout ce qui est énergivore, développer les énergies renouvelables. Il y a aussi tout ce qui touche autour de la préservation, voire du développement de ce qui consomme le CO2 en termes d'agriculture ou d'agroforesterie, etc. Mais tout ça, ça commence seulement, enfin il semble que ça commence seulement à émerger maintenant, alors que comme vous le dites, il y a un constat qui était là il y a 30 ans et qu'on dirait qu'il y a une inertie telle au système économique que ça n'a pas pu être pris en compte avant maintenant. Oui, on peut voir le problème comme ça en termes d'inertie, mais les économistes qui travaillent dans le cadre du groupe 3 disent souvent oui, on peut créer des fonds de réparation, etc. Le fonds vert, à la dernière COP, ils ont décidé de créer un fonds qui a pour l'instant, il n'y a pas de chiffres ni rien, ni de mécanisme, etc., pour la réparation des dommages provoqués par le changement climatique dans les pays pauvres. Mais les vrais spécialistes de ça disent non, mais tout ça, c'est marginal. Ce qu'il faut, c'est réorienter les flux financiers mondiaux vers des activités économiques qui soient compatibles avec les objectifs climatiques. Et moi, je les titille un peu en leur disant « Ok, mais qu'est-ce qui oriente les flux financiers ? C'est des choix qui sont opérés par des possesseurs de capitaux, et les choix, leur critère numéro 1, c'est « faut que ça rapporte ». Au pire, il ne faut pas que ça perde, l'argent qui circule là, et l'objectif, c'est que ça rapporte. Et la question qui se pose et qui est un peu difficile, est-ce que ça peut rapporter avec une politique compatible avec les objectifs climatiques ? Ce n'est pas si évident que ça. Et alors, les économistes les plus prudents, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, j'étais à côté d'une députée ELV, Madame Sandrine Rousseau, qui est professeure d'économie. Et c'était un débat, il y a quelqu'un qui lui a parlé de croissance, décroissance, et elle a répondu en professeur. Mais ça tenait en une phrase. Elle a répondu « Pour le PIB, on ne sait pas encore si ça sera positif ou négatif. » Une politique efficace pour atteindre les objectifs climatiques. Pourquoi ? Les physiciens et puis les ingénieurs, tout de suite, ils le savent. C'est que dès lors que vous transformez de la matière pour fabriquer un objet, vous utilisez de l'énergie, puis maintenant, il y a longtemps, c'était de l'énergie musculaire des gens qui faisaient du tissage. Maintenant, pour l'essentiel, c'est des machines. Des machines qu'on fait fonctionner avec du gaz, du pétrole, du charbon, de l'électricité. Est-ce qu'on peut continuer à produire autant d'objets sans changer le climat ? C'est très simple. Ça veut dire que toute l'énergie, pratiquement les 80% de l'énergie qu'on utiliserait dans le monde serait bas carbone. Puisqu'on a 80% de fossiles. Et qu'il faut en enlever 90% de cette énergie fossile. Et donc là, il y a quand même une question. C'est est-ce qu'on a des systèmes techniques capables de générer autant d'énergie bas carbone, alors que, pour le faire, il faut mobiliser de la matière. On le voit bien avec les problématiques de nouvelles dépendances, si on fait que des énergies renouvelables, par exemple, pour les pays qui ne veulent pas utiliser de nucléaire, ça veut dire qu'il faut de l'acier, mais il faut aussi des terres rares, il faut du lithium pour les batteries des bagnoles électriques, du cobalt, etc., dans des dimensions énormément plus grandes que les dimensions actuelles. Quand on parle par exemple de l'hydrogène, parce que l'hydrogène c'est un vecteur énergétique, si on a de l'hydrogène, on peut l'utiliser comme un carburant pour faire fonctionner des moteurs, des machines. Mais il faut l'avoir produit l'hydrogène, puisqu'il n'existe pas à l'état libre
soit on prend une molécule de méthane, on enlève le C, on garde le H, soit on prend H2O, on coupe en deux, on met le carbone d'un côté, on met l'oxygène d'un côté et on garde le H. Mais ça, à chaque fois, il faut de l'énergie pour faire ça. Et donc, c'est une question dure pour notamment tout ce qu'on peut appeler le camp progressiste, la gauche, etc., dans le monde entier, parce que cela signifie que, notamment pour les classes moyennes des pays anciennement industrialisés et émergents, ce qu'on appelle la sobriété, ce n'est pas un simple discours de militants écolos. Et donc, est-ce que les garde-robes de nos familles aujourd'hui sont compatibles avec les objectifs climatiques? Probablement que non. Tant qu'on n'a pas des moyens de transport massivement décarbonés, le nombre de kilomètres parcourus aujourd'hui dans nos pays riches, est-il compatible avec les objectifs climatiques? Non. Et en plus, on ne peut pas avoir le discours disant on reste au statu quo actuel et en Afrique, on a toujours des centaines de millions de gens qui vivent dans la misère. Donc voilà, donc l'idée qu'on va s'en sortir avec la fameuse croissance verte, qu'il suffira d'utiliser des technologies, pour l'instant, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas aller à fond là-dedans, mais ça veut dire que ce n'est qu'une des composantes qui permet d'arriver aux émissions, ce qu'on appelle le net zéro, donc pas émettre plus que ce que la nature peut absorber dans les systèmes naturels, océans et sols végétaux, eh bien, y arriver uniquement par substitution d'énergie carbonée par des énergies bas carbone, clairement, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Une autre question? Un commentaire? Une petite remarque de très très court terme. Il ne vous a pas échappé que la consommation d'électricité en France avait diminué de 10%. Je faisais remarquer que la consommation d'électricité en France avait diminué de 10% selon les dernières statistiques et que ça allait nous permettre de passer l'hiver sans trop de coupures. Alors je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais une interprétation possible, c'est qu'il y a un effet prix, probablement anticipation des prix massifs. Et on peut tout à fait imaginer, sans changer de système, que le prix de l'énergie va se maintenir à des niveaux extrêmement élevés au cours des 10, 15, 20 prochaines années. Beaucoup de gens y ont intérêt, en particulier les producteurs d'énergie. Et ces producteurs, évidemment, ne font pas de super profit, mais enfin, ils bénéficient de rentes considérables. Et le vrai sujet, c'est l'utilisation de ces rentes. Qu'est-ce qu'on fait de ces rentes sans changer de système? C'est une question pour l'orateur, à l'évidence. Et j'avais une deuxième remarque. Non, la deuxième remarque. La deuxième est toute simple. Je veux dire, les courbes de Lorius, elles ont été publiées 3 ou 4 ans avant le premier rapport du GIEC. Et dans le premier rapport du GIEC, au moins dans les résumés pour décideurs, on suspectait simplement l'augmentation des gaz à effet de serre d'être corrélée, d'être responsable d'une augmentation future de la température. Est-ce que les climatologues du GIEC n'ont pas été un peu, je dirais, prudents, sous influence? Je commence par la deuxième question parce qu'elle est plus simple en fait. Très clairement, dans le rapport de 90, l'analyse de l'évolution de la température planétaire jusqu'en 90 dit on ne peut pas prouver que la petite augmentation qu'on voit, c'est uniquement l'augmentation de la concentration
de CO2 dans l'atmosphère qui, elle, est complètement mesurée depuis 1958. Donc là, il n'y a pas de doute. On sait qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère en 1990 qu'en 1958. Il n'y a pas de sujet. Et donc, l'alerte lancée dans le rapport de 90 du point de vue des climatologues repose essentiellement sur la spectroscopie de l'atmosphère, donc la compréhension physique de comment l'augmentation du taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère augmente la température, ce que Arrhenius n'était pas capable de faire. Enfin, il le faisait, mais de travers. Et donc, l'argument pour dire il faut faire quelque chose, c'est les simulations climatiques sur ordinateur, dont la fiabilité, à l'époque, plus exactement la confiance dans la fiabilité, repose à la fois sur la conjonction avec les modèles météo et sur le fait qu'on a l'impression que ça correspond à ce qu'on voit dans la physique de l'atmosphère, et sur la vérité terrain des 150 000 ans qui ont précédé. Donc ils n'ont pas été trop prudents parce qu'ils ont été très honnêtes. Ils ont écrit, on ne peut pas vous prouver que le petit truc qu'on voit d'augmentation, c'est ça, mais ça pourrait l'être. Ils ont écrit, ça pourrait être à 100% ça. Mais on ne peut pas le prouver. Ça, c'était vrai. Et ça ne les a pas empêchés de conclure que les simulations pour le futur, là, il n'y avait pas de doute. Ensuite, sur l'électricité, oui, vous avez raison, clairement, il y a eu une espèce d'anticipation. Au mois d'octobre, uniquement chez les industriels, il y a eu une baisse, parce que la baisse de 10% chez les particuliers, c'est uniquement à partir de mi-novembre. Celle d'avant, c'est uniquement la grande industrie qui a arrêté des usines. Et puis, dans mon coin, en Ardèche, le gestionnaire du carrefour du coin, il a éteint un néon sur 2. Voilà, dès le début octobre. Or, en plus, ça lui permettait d'avoir une facture moins élevée, etc. Et il y a beaucoup de gestionnaires d'établissements, etc., qui ont fait ça, en se disant aussi que c'était une bonne occasion. Donc, voilà. Mais le problème, c'est que les 10%, c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça, puis c'est un one-shot, parce que, une fois qu'on a baissé à 19 le chauffage, on peut le baisser à 18, 17, mais après, vous avez les images avec les mômes en doudoune dans les salles de classe, donc ça ne va plus. Et puis, d'autre part, petit détail sur le système électrique français, on a de la chance avec la météo, quoi. Je vous rappelle que le maximum de consommation du système électrique français, c'est février 2012, avec 102 gigawatts de consommation en instantané au pic de la journée. Aujourd'hui, même si on n'avait aucun problème avec le parc nucléaire, aucun, on aurait du mal à avoir la production qu'on a eue à l'époque. Et on aurait beaucoup, beaucoup de mal. On ne passerait pas à une situation météo similaire à celle de février 2012, même avec 0 problème dans le parc nucléaire. Pourquoi ? Parce que depuis 2012, on a détruit 11 gigawatts de fossiles, qu'on a remplacé, même plus, par du photovoltaïque et de l'éolien. Mais comme vous savez, le photovoltaïque à 19h30 en décembre, ça produit 0. Et l'éolien, ça peut produire jusqu'à 15 gigawatts avec le parc qu'on a, puis ça peut produire 200 mégawatts. Il suffit qu'il n'y ait pas de vent. Et donc, moi, j'ai déjà écrit il y a plusieurs années qu'on ne passait pas à la situation de février 2012 avec le parc actuel, et l'autorité de sûreté nucléaire, puisque en fait j'ai juste répété ce qu'ils disaient, la première année où ils ont dit ça ne va pas, on n'a plus de marge dans leur rapport annuel, c'est 2012, et ils l'ont répété tous les ans depuis. Parce que quand on enlève du fossile et qu'on met de l'intermittent à la place, on n'a pas la garantie. Donc peut-être qu'on va avoir de la chance jusqu'à fin février, et puis peut-être qu'on aura une vague de froid avec une descente d'air polaire début février, et là on sera très 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 mal. Et on aurait déjà été mal sans les problèmes du nucléaire. Michel ? Oui, quelques petits échos du chat.
Pardon, j'y vais là. Oui, bon, très rapidement, c'est pas une question. Il y a pas mal de ricanements sur la phrase qui est rien à cirer du futur lointain après mon mandat, j'ai pas d'enfant. Oui. En signalant que notre président Macron, que tu as signalé aussi tout à l'heure, que tu as cité tout à l'heure, est allé 2 fois au Qatar. Il s'intéresse plus au football qu'au réchauffement climatique, ainsi que le montre le fait que bon, Oui. il n'a pas hésité à prendre 2 fois l'avion pour aller au Qatar, c'est-à-dire fort loin. Bon, ça c'est juste. Bon, il y a aussi pas mal je crois, pas vraiment de climato-sceptiques, mais de personnes qui disent qu'il y a encore des recherches qui montrent que le réchauffement n'est pas lié à l'activité de l'homme. Mais ça, je crois que non plus, ça n'a pas vraiment de valeur, puisque les travaux du GIEC, surtout le plus récent, le montrent de façon irréfutable. Alors, il y a d'autres commentaires qui sont désespérés, du genre « on est foutu ». Là, j'ai vu plusieurs fois, on est foutu et il n'y a pas de scénario pour s'en sortir. Donc, c'est un peu une question que je pourrais compléter en disant que moi, j'avais compris des derniers travaux du GIEC que tout petit progrès, il fallait faire tout ce qu'on pouvait, même si c'est petit, et le faire tout de suite, le plus vite possible. Voilà, dans tous les sens du terme. Voilà. Si tu permets, je pourrais compléter afin de te permettre de répondre. Il me semble que quand j'entends ces réactions-là, quand j'entends aussi ce que tu as donné à propos des enquêtes sur les statistiques des climato-sceptiques qui augmentent en France, paradoxalement, j'ai l'impression que dans les pays développés, on se dit, enfin beaucoup de gens se disent collectivement, l'écologie c'est synonyme d'ennui. On va revenir à un mode de vie qu'on déteste et on va perdre notre confort actuel, alors que dans les pays en voie de développement ou sous-développés, comme on disait, c'est plutôt, ça va être la panique. C'est plutôt la panique, on réagit autrement. Donc panique versus ennui. Et ça, je pense qu'il y a un clivage qui fait qu'il ne peut pas y avoir encore de réaction collective au niveau planétaire. Le ressenti est très différent. Alors, d'abord sur les climato-sceptiques, comment les opinions réagissent. Bon, ben, je vais vous sortir mon dada habituel, hein, que j'exprime assez violemment. Tout le monde, absolument tout le monde, ignore la majorité des sciences et des techniques enseignées en première, deuxième et troisième année d'université et de grande école. Je suis à l'IAP et je vous garantis que je n'ai jamais rencontré d'astrophysicien qui déroge à cette règle. Jamais rencontré un seul astrophysicien capable de m'expliquer ne serait-ce que le b.a.-ba de l'écologie tropicale, le truc qu'on apprend en première année en biologie. Et donc, ce non-partage de la science qui est à la base des connaissances qu'on a pour affronter ce sujet, il est pour l'instant irrémédiable. Et puisque les scientifiques à Bac+15 eux-mêmes ne peuvent pas se dire qu'ils connaissent la science du labo d'à côté si c'est une autre discipline, on peut reprocher à personne d'autre, qu'il soit président de la République ou ouvrier, d'être dans la même situation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est essentiellement dans une problématique de confiance ou de méfiance vis-à-vis de, par exemple, du travail d'expertise du GIEC. Dans quels termes se pose cette relation de méfiance ou de confiance pour non pas les dirigeants, mais pour la population dans son ensemble? On voit bien que c'est assez compliqué, parce que les gens réfléchissent par rapport à leur expérience de vie. Ça, par exemple, le nombre de fois où j'ai expliqué à des gens qui voulaient essayer d'avoir des raisonnements sur la climatologie à partir de leur expérience de la météorologie, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Mais d'un autre côté, c'est normal.
tout être humain fonde ses raisonnements sur son expérience de vie. Alors, dans l'expérience de vie du physicien, il y a le fait de faire beaucoup d'équations et du coup, OK. Dans l'expérience de vie du géographe, il y a son travail de compréhension de la géographie. Donc ça, voilà, en tout cas, c'est pas ça qui va leur permettre de comprendre le fonctionnement d'une voiture, mais voilà. Et donc, l'attitude des populations vis-à-vis d'un discours comme celui qui est tenu sur le changement climatique, elle est profondément marquée d'abord par l'attitude des gens auxquels ils font confiance. C'est pour ça que la responsabilité des dirigeants politiques, elle est majeure là-dedans, notamment dans les pays démocratiques où ces dirigeants sont choisis, plus ou moins bien, plus ou moins honnêtement, plus ou moins démocratiquement, etc. Mais au moins ils sont choisis, ils ne sont pas là parce qu'ils ont fait un coup d'État militaire. Et je vais sortir du dossier climat pour illustrer ce que je viens de dire. Dans la crise de la Covid, ce qui nous a manqué, c'est des responsables politiques capables de dire à la télévision « je ne sais pas ». Parce qu'au début, on ne savait pas comment fonctionnait le virus, si on allait avoir des médicaments, on ne savait pas. Il fallait dire « je ne sais pas » pour éduquer la population au fait que la science n'a pas toujours une réponse à la question qu'on se pose. On l'a construit après, on a inventé plein de choses, mais évidemment, un homme politique qui aujourd'hui, dans nos systèmes électoraux, avec le barnum qui est devenu la vie politique, avec la dégradation du contenu des messages des responsables politiques aux élections, etc., qui prend l'initiative, le premier, de dire « je ne sais pas », dans un premier temps, il est mort. Il perd des voix, il n'en gagne pas une. Or, si on veut que la population, petit à petit, comprenne ce que la science fait, et donc après, qu'est-ce qu'on peut prendre comme décision pour lutter contre une pandémie comme ça, par exemple, eh bien, d'une certaine manière, c'est un peu triste parce que je suis dans un établissement d'enseignement supérieur. Mais ok, les instituteurs et les institutrices à l'école, les professeurs au collège et au lycée, et voilà, ok, c'est leur boulot d'essayer d'apprendre la science à la population à l'école. Mais on voit bien qu'on n'y arrive pas. Hein, donc on peut s'interroger sur comment on le fait, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que de ce point de vue, la partie est perdue pour tous les gens qui sont déjà sortis de l'école. Alors, les journalistes, comme moi, on va essayer de faire notre boulot, le plus honnêtement, le plus correctement possible. On va essayer d'expliquer la méthode scientifique, comme on fait pour avoir des réponses aux questions qu'on se pose sur l'énergie, sur le climat, sur le virus, machin. Mais moi, mon expérience, c'est que tout ce que je peux faire, à côté d'une déclaration d'un homme politique qui a des millions de voix aux élections, c'est que dalle, en termes d'influence sur la population. Donc l'un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne peut pas rêver améliorer d'une manière sensible la capacité de nos populations à se saisir de la science ou de l'expertise de la science pour prendre des décisions collectives sur quelle économie on veut, quelle énergie on veut, quel urbanisme on veut, etc., quel mode de vie en général on veut, si les responsables politiques, et notamment ceux qui sont au pouvoir, ne contribuent pas à ça. Et quand en plus ils font le contraire, comme Macron qui va se mettre à côté de Raoult parce qu'il est sûr que là il va passer à la télévision, dernièrement, comme là ce que je viens de dire ne sera pas répété, j'ai rencontré la présidente de la Haute Autorité de Santé. Elle m'a raconté que dans son équipe, ils ont failli vomir quand ils ont vu ça. C'était très très grave. Moi, je vous dis, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Parce que du coup, ils ont fait confiance, voilà, ils ne sont pas vaccinés, ils sont morts. Bon, donc, pour le changement climatique, on voit bien dans les sondages, on peut se dire, mais comment c'est possible, après 30 ans, qu'on ait encore 30% de la population française qui disent non, c'est pas sûr. Ben, l'une des raisons, c'est qu'on a des dirigeants politiques pour lesquels ils ont voté, qui leur ont dit ça. C'est comme le racisme. Ouais, il y a plein de gens racistes, ok. Mais le jour où vous avez un chef d'État qui est raciste aussi, puis qui le dit, qui est légitime, bon, ben, on peut aller faire une ratonnade. D'abord, on sera couvert par les flics. Ben,
ce renforcement possible d'une incompréhension massive qui est normale parce que c'est de la science et que c'est dur, intellectuellement, ce renforcement possible par les responsables politiques qui sont investis de la confiance, non pas de toute la société, mais de telle partie de la société qui vote pour eux, etc., c'est un phénomène qui est absolument décisif dans la capacité d'une société à se saisir de quelque chose qui est extrêmement difficile à saisir et qui est les résultats, les méthodes de la science. Qu'est-ce que tu réponds à celui qui dit on est foutu? Ça, non, je vais être très rapide. J'en sais rien si on est foutu. Ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas dans la bonne direction. Il y a des forces... moi, je n'ai pas de scénario. Tout le monde demande quel scénario, quel scénario, quel scénario. Moi, je suis qu'un petit journaliste. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Je fais pas depuis... J'ai fait des études d'histoire et je sais que tous les gens qui ont voulu faire des prévisions du futur, ça n'a jamais marché. Voilà, juste un petit point. D'abord, je pense que vous avez parfaitement raison quand vous parlez de, je dirais, du manque de conscience des hommes politiques dans l'acceptation de leur ignorance, ou en tout cas dans je dirais, dans la méconnaissance de ce que peut être la méthode scientifique. Et on le voit constamment. Mais le vrai problème, il y a deux problèmes. Le premier problème, me semble-t-il, c'est qu'il ne s'agit pas de convaincre l'ensemble d'une population, mais d'éviter que se forment des îlots de fausses connaissances qui se propagent. Et ces îlots de fausses connaissances qui se propagent sont à l'origine, je dirais, de contamination de proche en proche. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est ce qu'on appelle les fake news, mais c'est plus flou que ça. Et le deuxième problème que je sens, ça je ne vais pas le développer maintenant, on l'a développé dans un colloque qu'on a fait sur la construction de l'opinion il y a pas très longtemps à l'Union rationaliste. Le deuxième problème, je pense, qui se pose, qui est central, c'est que c'est un problème mondial. Et que donc, tant qu'on n'arrivera pas à convaincre et à trouver un moyen, et là vous avez mis le doigt dessus, c'est-à-dire les inégalités nord-sud qui sont absolument centrales, tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen pour supprimer finalement tout ce qui est l'extraction des énergies fossiles, parce que c'est là qu'est le problème, à ce moment-là, on aura beaucoup de mal à résoudre la question, le problème. Donc, il y a le problème français, l'opinion française, les gens qui vous disent c'est foutu, on va me faire baisser mon électricité, les doudounes à l'école, tout ça. Enfin, ça, c'est du folklore. Le véritable problème, il est mondial, comme vous l'avez souligné vous-même. C'est les inégalités nord-sud et comment est-ce qu'on y pallie. Voilà. Et je pense que, en ce qui concerne les politiciens, il y a les politiciens en France, puis il y a les politiciens en Allemagne, puis il y a les politiciens en Russie, puis il y a les politiciens en Afrique, en Chine, partout. Voilà. Le problème, il est mondial. Moi, c'est pour ça que je ne vois pas de solution. Je suis d'un pessimisme que j'ai senti chez vous un peu, je dois dire. Hein. Je suis d'un très grand pessimisme devant cette situation. Voilà. Ce n'est pas vraiment une question, mais si vous pouvez me rendre optimiste, je vous en serai reconnaissant. Bien. Madame, parce que ce n'est pas vraiment une question, je dirais mon opinion à la fin. Mais... C'est peut-être une question stupide, mais je me demande, est-ce qu'il y a des travaux, est-ce qu'il y a des études pour piéger ce CO2 ? On est bien arrivé déjà à limiter les rejets, par exemple, de certains polluants pour les raffineries. Il y a quand même, par exemple, dans la vallée du Rhône, il y a eu quand même un effort de fait pour retenir à la base ce qui sortait des cheminées. Est-ce qu'on fait des efforts pour piéger le CO2 ? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de le piéger ? Ça ne remet pas en cause d'avoir une autre attitude, etc. Alors dans les rapports du groupe 3 du GIEC, vous trouvez une réponse détaillée à la question que vous venez de poser. Donc il y a deux pistes. Hein. La première piste, qui est la plus simple techniquement, c'est ce qu'on appelle la capture et stockage du carbone, qui est une série de technologies utilisables dans les endroits où on émet énormément
de CO2 par une source ponctuelle. Bon, typiquement, vous avez une usine, une centrale électrique au charbon, par exemple. Tout le CO2 sort par une cheminée. Voilà. Est-ce qu'on a la technologie qui est capable, d'entre guillemets, de laver cette émission et de séparer le carbone du reste? Oui, ça existe. On sait le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut mettre ce CO2 dans un état liquéfié, par exemple, et l'envoyer dans un sous-sol assez profond. Éventuellement, il y a différentes techniques qui ont été utilisées pour ça, dans des gisements de gaz, de pétrole, où on a testé ça à Lac. Total a testé ça à Lac, dans le gisement de gaz qui n'est plus exploité. On peut faire ça aussi dans d'autres types de roches. Donc ça existe, et je peux même vous dire que si vous regardez les scénarios étudiés par les experts du GIEC qui permettent d'arriver à la neutralité carbone entre 2050 et 2080, pratiquement tous les scénarios, ça ne veut pas dire que c'est des vérités, hein, mais simplement les économistes et les techniciens, les ingénieurs qui ont essayé de concocter un modèle du futur où on arrivait à ce net zéro, dans leur scénario, il y a plein de capture et stockage de carbone en sortie d'usines, de centrales électriques, de cimenteries, d'aciéries, etc. Mais ça, évidemment, ça ne peut fonctionner que, et il y a des travaux, par exemple le BRGM en France a essayé de faire un panorama des sites possibles, et dans le dernier rapport du GIEC, c'est marqué, je pourrais le trouver dans le livre parce que je l'ai écrit, que le potentiel de stockage dans le sous-sol au niveau mondial, il est supérieur à tout ce qu'on a à stocker, donc c'est pas là qu'il y a la limite, même s'il faut que ça matche d'un point de vue géographique, hein. Il faut que ça soit au même endroit, ou pas très loin que de l'endroit où c'est émis. Donc ça, c'est la première piste, et la raison pour laquelle elle n'est pas mise en œuvre, c'est essentiellement parce que, par exemple, ça renchérit de 25% en moyenne le coût de l'électricité. Mais je vous fais remarquer que, vu les prix d'électricité qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 25% par rapport à il y a un an, donc où les Allemands ont accepté, pour financer leurs investissements dans l'éolien et le photovoltaïque, un doublement de leur prix de leur électricité en 10 ans. Donc, du coup, on se dit, si on accepte un doublement, pourquoi ne pas accepter les 25%? Voilà. Donc, et puis, il y a une deuxième piste complètement différente pour le CO2 diffus ou simplement le CO2 qui existe dans l'atmosphère. Alors là, c'est plutôt des techniques qu'on appelle d'ingénierie planétaire, mais qui sont beaucoup autour de la reforestation. Donc c'est pas ad vitam aeternam, hein, mais ça permet d'avoir une récupération du CO2 de l'atmosphère et qui ensuite est stocké dans le sol superficiel et dans les végétaux, notamment dans les troncs d'arbres. Et évidemment, là, c'est compliqué parce qu'il y a concurrence avec les besoins alimentaires. Or, les endroits où gouverner, c'est choisir. Ça, c'est les endroits où il y a la croissance démographique. Donc il faut faire plus de nourriture, voilà. Mais en tout cas, ça fait partie des sujets. Merci, merci Sylvestre. Je crois que tu as été précis et tu as donné vraiment tous les arguments dont on a besoin pour continuer cette réflexion. J'espère qu'on va s'arrêter de réfléchir et agir à un moment ou à un autre quand même. En tout cas, merci pour cette conférence. À la rentrée, la prochaine carte blanche sera donc supervisée par Jean Audouze, qui a invité Marie-Paul Pileni sur le thème des nanomatériaux, nanotechnologies. Voilà, sur ces mots, je vous souhaite une bonne fin d'année. Ben oui, un bon réveillon, et puis rendez-vous donc en janvier. Merci à tous.